Il y a un vrai enjeu effectivement démocratique autour de l'information et des tentatives d'ingérence, de manipulation de l'information. Donc c'est vraiment un enjeu important, un enjeu majeur. Et on a peut-être oublié d'éduquer les gens à bien s'informer. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, Pastille Actu, épisode donc un peu spécial, la première Pastille Actu du mois de juin que j'ai le plaisir de passer avec Jean-Michel Demarchi. Jean-Michel, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Jean-Michel, tu es le rédacteur en chef de Mind Media. Tout à fait. Donc un vrai spécialiste des médias et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir ta vision sur cette pastille actu. Alors pour cet épisode, on a avec Jean-Michel sélectionné quelques news, signaux faibles, des nouvelles qu'on a pu voir passer qui peuvent avoir un impact sur l'industrie des médias et dont on se propose sur lesquels on va échanger un petit peu. Alors il y a pas mal de sujets aujourd'hui, évidemment. Presque sujet de fond, les GAFAM, c'est vraiment un peu un sujet important dans l'industrie des médias. La petite news, c'était sur le tracking utilisateur qui se réduit. Première nouvelle, c'était donc Apple qui introduit une fonctionnalité dans l'OS pour encore plus réduire le tracking sur mobile, sur desktop. C'était déjà un peu les champions Apple. Ils ont vraiment pris ce créneau de la privacy versus Google. Et quasiment dans les jours qui suivent, la réponse de Google sur Android. Donc Google va modifier Android pour modifier le ciblage publicitaire, vraiment pour rivaliser avec Apple. Est-ce que c'est attendu, tu penses, ce mouvement de Google d'aller aussi sur plus de privacy? Est-ce qu'ils avaient le choix? Alors, est-ce qu'ils avaient le choix? Oui. En revanche, il y a une pression des autorités publiques, des internautes, depuis déjà plusieurs années pour mieux verrouiller, mieux protéger la vie privée en ligne. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une forte pression globale pour que les professionnels de la pub, notamment Google et tous les autres, se mettent d'équerre. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Les navigateurs ont commencé, avant Google, avant là, les dernières informations, à verrouiller et empêcher le dépôt de cookies. Ouais. Apple sur Safari l'a déjà fait il y a déjà 3-4 ans. Ensuite, il y a eu Microsoft. Google, depuis maintenant 2 ans, lui aussi, à son tour, freine le dépôt de cookies. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est inévitable. Ça, c'est un premier point. En revanche, ce que ça signifie, le RGPD en 2018 a accéléré un petit peu ce mouvement et a conduit donc les gros acteurs à verrouiller encore plus leurs écosystèmes, à empêcher les acteurs tiers, les médias, la tech en général, à eux-mêmes utiliser des cookies et à les placer. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui arrange aussi évidemment beaucoup les intérêts des GAFA qui, eux, ont des écosystèmes, des audiences, ils sont déjà logués, des technos, et évidemment ont des données loguées qu'on leur donne quand on s'inscrit sur leur site. Donc ça, c'est un premier point. Ouais, donc il y a un côté un peu facile quelque part en fait pour eux de se dire on va vers plus de privacy. On pourrait imaginer qu'ils se disent ils vont avoir moins de données, etc. Mais en fait non, eux ils sont dans leurs environnements. C'est plus les annonceurs et les éditeurs qui en fait subissent les conséquences. Exactement, parce qu'ils sont beaucoup plus dépendants aux cookies que ne peuvent l'être les grands GAFA, les Amazon, les Google, les Facebook. Donc ils sont doublement gagnants quelque part Exactement. là-dessus. Ils ont un truc vis-à-vis du public de dire on respecte un peu votre vie privée, etc. En même temps, ça ne vient pas attaquer leur business parce que eux, la data, ils l'ont toujours. C'est vraiment les éditeurs et les annonceurs qui en dépendent plus, qui en subissent les conséquences. Exactement, tout à fait ça. Ouais, ça c'est un peu compliqué. Mais pour autant, comme on se le disait, le ciblage va pas disparaître non plus.
Non. D'une part, parce que les grands écosystèmes, les grandes plateformes ont eux-mêmes leur propre système de tracking, notamment les loggings. Ouais. Quand on s'inscrit sur Gmail, quand on utilise Google Agenda, sur Apple, il y a également des identifiants Apple ID. Voilà, l'Apple ID. Sur Amazon aussi, il y a des outils pour traquer, identifier. Ces gens-là, ces acteurs-là ont des moyens pour nous identifier, nous traquer, nous adresser de la pub sans cookies. C'est beaucoup moins le cas pour les autres acteurs des médias et de la tech indépendants, qui sont encore très dépendants des cookies et du tracking classique, donc qu'il peut y avoir par ailleurs. Ouais, et on peut peut-être rappeler, en profiter, parce que c'est aussi des missions, peut-être pas de vulgarisation, mais de pousser les initiatives. On en avait parlé avec Fabien Magalon d'Alliance Gravity qui expliquait, mais les initiatives, pour être clair, la fin du cookie ne signifie pas, donc ce que tu disais, la fin de la collecte. Du tracking. Voilà, il y a plein d'initiatives. Il y a les données anonymisées, enfin tu connais ça bien, tu peux peut-être rappeler les 2-3 méthodes qui permettent de collecter de l'info. Il y a justement, en fait, se créer un compte, notamment. Oui, alors le premier point, effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser et croire, la fin ou le rejet du cookie auquel on assiste déjà depuis 2-3 ans et qui s'accélère ne signifie pas effectivement la fin du tracking et la fin des publicités ciblées sur le numérique. Le tracking, le ciblage publicitaire va continuer d'une autre façon avec d'autres méthodes qui sont déjà en place et qui restent beaucoup à améliorer. Donc, la première façon de continuer à traquer nos usages et à nous adresser de la publicité ciblée, c'est ce qu'on appelle les logins. Donc évidemment, c'est un mail pour faire simple. Quand on s'inscrit sur les grandes plateformes, quand on s'inscrit sur un site média, quand on s'inscrit sur un site e-commerçant, sur une marque, on donne un moyen, on s'enregistre, on donne des infos personnelles plus ou moins grandes qui permettent ensuite de nous identifier sur le reste de notre navigation. Ouais. Mais pour bien comprendre, enfin, c'est quand on crée un compte, c'est l'occasion pour l'éditeur de faire le recueil du consentement. C'est pas le fait de créer un compte qui, de facto, fait que tu consens à donner tes données. Effectivement, mais avec le mail, oui. Okay. Le consentement, en fait, quand on s'enregistre sur un lead, on coche une petite case qui implique qu'on donne son consentement derrière à être enregistré dans une base de données et à pouvoir être exploité. En revanche, le consentement dont on parle depuis quelques mois sur les sites, c'est pour le dépôt et l'usage ensuite des cookies et le partage des cookies. Donc, ce sont deux choses différentes. Le logging peut être exploité un petit peu librement aujourd'hui par essentiellement les grandes plateformes. Les médias ont beaucoup plus de mal à convaincre les internautes, les annonceurs aussi, les marques, à s'enregistrer, à se connecter en ligne. Bah, il faut en tout cas, il faut offrir quelque chose en retour. Exactement. Nous, on est tous des consommateurs à la base. C'est vrai que pour moi, m'inscrire. Il faut un contenu ou un service. Ouais, c'est ça. À valeur ajoutée, Exactement. quelque chose que tu trouves pas ailleurs. Et puis, quelque chose qui est important aussi pour convaincre les internautes de s'enregistrer ou tout simplement d'accepter le dépôt de cookies, de consentir au dépôt de cookies, il faut que la marque ou il faut que le média travaille sa relation client. Au-delà de fournir un bon contenu et un service, il faut que le site, la plateforme, l'acteur offre ou ait soigné sa relation. C'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment confiance dans le média, dans la marque qui demande des données personnelles? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, donc tout un travail sur l'expérience utilisateur, sur la transparence, le fait qu'il y ait des médias maintenant, qu'il y ait des chartes, etc. Sur le UX, sur la communication, sur la pédagogie, pourquoi le média, pourquoi la marque a besoin de mes cookies, pourquoi elle veut me tracer, est-ce qu'elle veut m'offrir des services, de la publicité, est-ce que la publicité va être meilleure une fois que j'ai donné mon consentement au tracking que sans. Tout ça, c'est des choses qui sont pas encore suffisamment mises en place et faites de la part des acteurs en ligne. C'est ça, et avec des initiatives un peu, je sais qu'on en avait beaucoup parlé, je sais pas si tu avais vu sur les sites de Webedia, Allociné, etc., avec une espèce de fenêtre qui te dit si tu acceptes pas les cookies, en fait, faut que tu t'abonnes et ça va te coûter. Il y avait eu ça sur jeux vidéo, je me souviens, ça avait fait un peu pas un scandale, mais les gens se disaient, non, attends, jeux vidéo va devenir payant. Je sais pas si ça a quel résultat
résultats, si l'on continue ou pas. Mais en tout cas, voilà, tu sens que tout le monde cherche la bonne formule. Exactement. Pour trouver ça, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle. Les taux de consentement au dépôt de cookies ont baissé, forcément. Pas dans des proportions très grandes, mais malgré tout, ils ont baissé. Ils vont continuer à baisser au fur et à mesure que les internautes vont comprendre ce qu'on leur demande et à quoi ça sert ou à quoi ça sert pas. Pour l'instant, les éditeurs ont plus ou moins feinté en optimisant leur fenêtre de consentement, la petite pop-up qu'on voit fleurir depuis avril sur les sites quand on se connecte. Donc, elles sont optimisées pour évidemment accueillir le plus de consentement possible. Une fois que les internautes vont s'intéresser de plus près à quoi ça sert, où est-ce que je peux refuser, pas toujours bien clair, et quelles conséquences derrière, les taux de consentement vont certainement encore baisser. Et effectivement, d'où des tactiques parfois de certains sites. De Sioux. Voilà, Dark Pattern ou autre chose, pour optimiser et recueillir le plus de consentement possible, y compris des fois en bloquant l'accès, tu l'as dit, au site, au contenu, comme a pu le faire Jeux Vidéo et d'autres sites du groupe Webedia, Prisma aussi, je crois. C'est ce qu'on appelle des cookie walls ou des soft cookie walls. Donc, ce qui est une technique en soi, mais effectivement, tu peux avoir une sacrée frustration si tu l'as pas bien expliqué ou si sur le message t'es pas clair aussi, parce que quelque part, enfin, c'est l'éditeur encore une fois si c'est son revenu principal, la publicité, c'est vrai que c'est dingue du jour au lendemain tu puisses plus traquer et vendre, parce que c'est pas les éditeurs qui veulent en fait eux collecter cette donnée. Alors ils le peuvent par ailleurs sur d'autres stratégies, mais c'est bien les annonceurs qui demandent en fait ces cookies et qui demandent toute cette data pour avoir des publicités ciblées. Donc l'éditeur, il est un peu perdant encore doublement. Exactement. En tout cas, ce que veulent les annonceurs et les marques aujourd'hui, c'est pas forcément du contexte média, c'est d'abord des audiences profilées, segmentées, qualifiées. Donc ils ne veulent plus aujourd'hui, les marques en tout cas sur le numérique, adresser des publicités uniquement sur tel ou tel support parce que c'est tel ou tel support. Ils veulent adresser des audiences. Donc il faut connaître ces audiences, il faut les qualifier. Pour cela, aujourd'hui, jusqu'à présent, seul le cookie était le plus facile. Seul le cookie était utilisé parce que c'était le plus facile et le moins cher. Avec les excès qu'on a tous vus et connus ces 10 dernières années, c'est-à-dire un cookie qui était prélevé un petit peu n'importe comment, qui était partagé entre plusieurs intermédiaires, sans trop savoir qui. Voilà, et puis des formats publicitaires exponentiels sur les sites qui devenaient des sapins de Noël. Tout ça, effectivement, ça a entraîné la montée des adblockers, ça a montré aussi une forte réaction des autorités publiques petit à petit, donc d'où le RGPD également. Oui, qui est une bonne chose parce que ça allait trop loin, mais qui en fait handicape quand même les éditeurs et le temps qu'ils basculent sur des nouvelles technos. Exactement. Grosso modo, on ne sait pas quel est leur taux là de consentement, surtout qu'il y a la CNIL là, je sais plus, c'était il y a un mois ou deux, qui a imposé que la fenêtre de consentement soit beaucoup plus claire et qu'il y ait un bouton pour refuser, ce qu'il n'y avait pas en fait avant. C'est soit on acceptait, soit on avait un bouton option, et il fallait aller chercher un peu, comme tu disais, les techniques. Donc là, je pense que le consentement va encore baisser. Donc il faut vraiment qu'il bascule vite sur d'autres méthodes. Exactement. Les autres méthodes que le cookies, donc c'est la publicité contextuelle qui existe déjà, qui se développe et qui devrait se développer de plus en plus. C'est le fait d'adresser des publicités en fonction sur un site, en fonction de la sémantique de ce site. Donc du contenu de l'article, pour faire simple. Exactement. Chez un média, c'est on arrive à décrire un article avec des tags, et donc c'est l'éditeur, le média qui, lorsqu'il rentre l'article au journaliste, lui il met des tags pour expliquer de quoi ça parle. On envoie ces tags au ad serveur et il dit ok donc grosso modo c'est un contenu qui parle de ça, donc ça va intéresser tel type de personne, donc je vais mettre tel type de publicité. Il y a ça et la méthode automatisée où ce sont des algorithmes qui étudie, qui qualifie, qui séquencise le contenu en fonction de l'analyse automatique des mots-clés, en faisant des associations de mots-clés, URL, mots-clés de l'article, contenu de l'article, pour ensuite en déduire des corpus sémantiques, contextuels, donc médias, pour ensuite qualifier les internautes qui auraient été susceptibles d'aller sur cette page et en faire de nouvelles catégories de consommateurs ciblés par la pub.
D'accord. Donc ça, c'est un premier levier qui existe et qui va se développer aujourd'hui, nous disent les agences et les marques, parce que c'est relativement facile. Et t'as zéro consentement à demander, en fait. En fait, Exactement. peu importe qui vient sur ton site, qu'il ait accepté ou pas, il lit cet article, donc grosso modo, on est capable de comprendre qui il est. Exactement. Plus besoin de cookies, plus besoin de consentement, c'est différent. La deuxième chose dont on a parlé, c'est les logins. Ouais. Donc là, les GAFA ont évidemment des audiences loguées bien supérieures, bien importantes. Les médias essayent eux aussi petit à petit de convaincre les internautes de se loguer, que ce soit pour les abonnements, pour pousser les abonnements en ligne, mais aussi pour consulter leur contenu quand on est abonné, ou que ce soit aussi en offrant des contenus, des services. Et là, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même compliqué aujourd'hui de convaincre un internaute de s'enregistrer sur un site média pour consulter de l'information. Et donc, plein de travail à faire sur la pédagogie, sur l'UX. Sur l'UX, qu'est-ce que t'offres, quoi? Ça, c'est vrai que personne n'a encore vraiment bien craqué le code. Après, ça peut être, l'inscription des newsletters exclusives. Il peut y avoir plein de choses. Et on parle souvent de Pass Média chez Mediarama. Est-ce que tu as un petit update? Est-ce que tu sais où ça en est, Pass Média, en termes d'adoption? C'était un sujet un peu politique. Beaucoup d'éditeurs autour de la table, portés par le geste, notamment. C'est un peu poussif. La volonté, la démarche initiale, qui date déjà d'il y a 2-3 ans, est très bonne. Pass Média, c'est le fait de s'associer entre grands médias d'information pour en un clic sur un autre site qui partager est dans le réseau, partager des logins, en tout cas avec un dispositif SSO, effectivement, se connecter en 1 ou 2 clics sur plusieurs sites différents. Il y a eu des tests qui ont été menés par un petit groupe de médias en 2019. 2020 en fait a totalement faussé les tests et le projet, l'avènement du Covid et l'impact sur la publicité en ligne ont tout bouleversé. Donc les chantiers techniques ont été un petit peu arrêtés. Et aujourd'hui, Pass Média est un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il faudrait pour que ça se développe beaucoup plus de médias qui y participent pour avoir un vrai impact, des vrais chiffres, et puis surtout le marketing derrière qui est important. Aujourd'hui, les médias, y compris les médias participants, n'ont pas forcément bien marketé leur dispositif. Oui, c'est ça, c'est de la comme tu disais, tu parlais de pédagogie, et puis en plus tu arrives sur un site, tu peux te créer un compte avec Apple ID, avec Facebook, avec Google, avec Pass Média, etc. Ça fait beaucoup, ou en natif. Ça fait beaucoup quand ça commence à faire beaucoup. Se connecter sur un site. Pourquoi je vais choisir Pass Média plutôt qu'un autre? Et c'est là où, encore une fois, l'UX, la pédagogie et puis le service derrière qui est associé. L'idée au départ, c'était d'offrir des contenus, certes, mais aussi des services supplémentaires. Quand on s'enregistre via Pass Média sur et donc des sites médias, l'idée était d'offrir des services supplémentaires que les autres logins n'offraient pas. Et pour l'instant, cette deuxième étape-là n'est pas encore suffisamment aboutie. Ok, bon, donc à suivre en tout cas, parce que je trouve que c'est une belle initiative et reprendre un peu le contrôle. Maintenant, effectivement, entre que tout le monde soit d'accord, le mettre en place et sachant que chacun a sa propre stratégie, c'est un beau challenge. On reste 2 secondes sur les GAFAM. Alors Google en particulier, on parle beaucoup de Google. Alors je sais pas si c'est le grand méchant, mais en tout cas, il y a des sujets à adresser et notamment dans les médias. Donc cette news qui est tombée, l'autorité de la concurrence qui inflige une amende de 220 millions d'euros à Google en France autour de la publicité programmatique. On parle un peu de traitement préférentiel. On a une accusation de monopole quelque part pour avoir accordé un traitement préférentiel à ces outils de monétisation publicitaire au détriment des solutions de concurrents dans le système d'enchères publicitaires programmatiques ouvert. C'est un signal fort. 220 millions pour Google en France, c'est pas rien. Ça commence à faire beaucoup. Jusqu'à présent, c'était des amendes de quelques millions, au mieux, je crois, 50 millions d'euros il y a 1 an ou 2. 220 millions, ça commence à être important, uniquement pour le périmètre France. Exactement. Mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble des activités de Google dans le monde. Et puis au-delà de ça, l'impact médiatique, il est réel. Donc ça commence à avoir effectivement des conséquences significatives, médiatiques et business. Le mot n'est pas employé, je crois, dans la décision de l'autorité de la concurrence de cette semaine, mais effectivement, c'est un monopole, c'est un abus de position dominante qui est reproché. Google, depuis 10-12 ans, a préempté l'ensemble de la chaîne publicitaire numérique en occupant toutes les positions.
à la fois côté vendeur publicitaire, donc à la fois avec une position de régie, et puis à la fois côté technologique, en étant branché côté acheteur de pub, donc que sont les marques, les agences, les annonceurs, et puis aussi côté vendeur, donc du côté des médias. Google occupe aujourd'hui une position centrale, hégémonique, voire monopolistique. Il est très difficile aujourd'hui, quand on est un média d'information, de ne pas passer par les tuyaux et par la demande publicitaire de Google. On se coupe d'une très grosse partie du marché publicitaire parce que les marques elles-mêmes utilisent aussi les tuyaux, les plateformes, l'ad serving de Google. Donc, ça fait des années que l'autorité de la concurrence enquête, que les acteurs se plaignent également. On peut se féliciter peut-être de cette décision qui va peut-être rebattre les cartes. Google va devoir faire des ajustements pour laisser d'autres acteurs utiliser ces tuyaux finalement et être moins hégémoniques. Ouais. En revanche, ça a quand même pris 4 ou 5 ans. Oui, bah ça, effectivement, faut pouvoir le qualifier, faut le prouver. T'as aussi, c'est l'autorité de la concurrence. J'imagine que ça se fait pas comme ça. Et puis aller infliger 220 millions, faut un dossier un peu solide et que ça, ou en tout cas que ça se plaigne beaucoup. Exactement. Mais ce qui est quand même fascinant, et là c'est plus moi mon avis perso, c'est en fait c'est qu'ils sont trop bons. Tu vois, parce que c'est pas, je pense pas qu'il y ait une volonté de se dire on détruit les autres, etc. C'est exactement. Juste, ça marche tellement bien, l'UX, le business, la techno, etc. Le marketing. Alors après, c'est facile aussi quand t'es une boîte de cette taille-là où l'argent, quelque part, coule à flot et que tu peux, dès que tu mets quelque chose, t'as le marketing, c'est assez énorme. Et je trouve ça toujours fascinant, ces boîtes qui, je pense pas qu'elles se disent tiens, on va faire un monopole, tu vois, on va avoir mais c'est juste de fait à un moment donné. Donc, comment il va falloir couper? Parce que bon, là, il y a une amende, ils vont la payer, mais derrière, concrètement, comment est-ce que tu redécoupes tout ça pour arrêter cette position hégémonique? Oui, et puis est-ce que le service publicitaire fait par des concurrents, il sera meilleur que celui de Google? Parce que c'est pas sûr. Non. Et puis c'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est clair. Les marques, les entreprises, elles font aussi la publicité pour vendre. C'est ce qu'elles disent toutes. Les agences qui représentent les marques, les annonceurs, sont les premières à reconnaître que Google, Facebook, maintenant Amazon aussi qui arrive, occupent une place trop importante dans l'écosystème publicitaire et dans la tuyauterie programmatique. Mais en revanche, il y a très peu d'alternatives aussi efficaces. C'est ça. Donc limite, on pourrait presque imaginer que s'ils arrêtent une partie de ces services, les autres en pâtissent aussi parce qu'en fait, on n'aura pas, ou les marques, etc., n'auront pas un système aussi efficace qu'avant. C'est le risque. Ou alors, il faut changer d'indicateur, il faut changer de KPI, il faut peut-être arrêter de regarder le last click en ligne et puis vendre aussi ou essayer de faire des stratégies marketing, l'attribution, voir sur la préférence de marque, des stratégies marketing moins héroïstes. Et ça, c'est autre chose. C'est ce dont on parle beaucoup dans les OPS, etc. Tu vois, mais il faudrait effectivement un peu, mais c'est presque un changement de paradigme, hein, tu vois. On est venu à un truc tellement data, tu dis KPI, last click, etc. Il faut totalement changer ça. Mais c'est tout un marché qui doit aussi, parce que c'est facile quelque part de dire Google, c'est le méchant, je tape dessus, je prends de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il propose aussi en retour? C'est ce qu'il faut pas faire, effectivement. Google est à la fois un concurrent et un partenaire indispensable aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs médias, ad-tech indépendantes et marques et agences. Ouais. Donc la place effectivement de Google, de Facebook ou d'Amazon n'est pas évidente à bien trouver, à bien ajuster. Non. Donc c'est ce qui se passe avec ce genre de décision petit à petit. On va malgré tout arriver. Aujourd'hui, les GAFA, les plateformes ont pris une place essentielle, incontournable, peut-être trop importante dans le numérique, dans la pub, le numérique en général, peut-être dans nos vies. Donc on voit que ces questions-là, elles sont pas simples, on l'a dit, à résoudre, mais elles se posent partout en Occident. Et y compris aux États-Unis, où aujourd'hui Google, Facebook et Amazon, depuis déjà 2 ans, et ça s'accélère, sont inquiétés par le pouvoir politique, avec plusieurs procédures, plusieurs enquêtes, plus ou moins sur les mêmes raisons, c'est-à-dire des positions hégémoniques, exactement, monopole et d'abus en fait de positions dominantes sur différentes activités, que ce soit son moteur de recherche, que ce soit pour Amazon le traitement qu'ils peuvent faire des petits commerçants et des clés de bras
qui font pour bien violente. Voilà. Donc et Facebook sur la publicité, sur les fake news. Enfin, il y a plein de questions qui se posent qui dépassent simplement le petit business qu'on peut regarder nous sur la pub, et le marketing, médias, et exactement. Qui sont soulevés, y compris aux États-Unis par les Américains eux-mêmes. Donc bon sujet à suivre. De toute façon, on en parle tout le temps. C'est vraiment hyper présent, mais c'est vrai que c'est pas que le vent tourne, mais en tout cas, il va falloir revoir tout ça. Puis surtout, je pense que 220 millions à l'échelle de la France, si tu as comme ça 10, 15, 20, 50 pays qui se liguent, après c'est au niveau européen, etc., forcément, ça va changer. Et quelque part, tant mieux. Comme je le dis, c'est pas que c'est unfair parce que il bosse bien, etc. Mais en même temps, tu sens bien que c'est pas tenable par rapport à tous les petits acteurs, ou même pas petits mais moins gros, etc. Ça peut pas marcher avec juste 2-3. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, exactement. Autre news, mais sur la pub justement, les publicités segmentées qui arrivent sur les services de streaming. Alors je trouvais cette news assez intéressante parce que on l'a vu ces derniers mois, j'allais dire années, mais c'est plutôt mois, l'explosion de l'offre de services de SVOD. C'est quand même, on est passé, ça on pourrait refaire presque un épisode dessus, d'une espèce il y a eu que Netflix. Enfin, il y avait quasiment rien avant Netflix. Alors, j'imagine si j'étais Molotov, je serais pas content d'écouter ça. Mais ce que je veux dire, le vrai gros service de streaming, ça a été Netflix, qui a presque réinventé l'usage. Et là, depuis quelques mois, donc plein de services de Disney, HBO, etc. Amazon, évidemment, Discovery, Apple TV, en France, Salto, dont on parlera. Et tous ont eu d'ailleurs, du succès. Où ils ont quand même trouvé leur public. Ouais, ils ont trouvé leur public. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc là, d'un coup, les publicités segmentées qui arrivent sur les services de streaming. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une évolution logique? Qu'est-ce que ça permet? Exactement, c'est ça. C'est plutôt une évolution naturelle. Alors, la publicité dans les streamings vidéo est plutôt aujourd'hui présente dans le marché américain. Pourquoi ? Parce que le marché américain il est effectivement plus mature au niveau de la vidéo, des offres de streaming, de SVOD qu'ailleurs en Europe et notamment en France, et que le marché commence à être saturé. Une fois qu'un foyer s'est abonné à une ou deux offres de plateformes vidéo majeur, streamées, ouais, tu prends un Disney, un Netflix, un Amazon, un Netflix, t'en prends pas plus. Voilà, tu t'abonnes après pour d'autres contenus, divertissements, médias, d'information, de la musique. Les budgets ne sont pas extensibles, et puis il y a un moment où tu peux plus t'abonner à d'autres services vidéo. En tout cas, tu as moins envie d'ouvrir le portefeuille. D'où effectivement des positionnements qui effectivement reposent sur la publicité vidéo avec des prix inférieurs, voire gratuits. Ouais, donc des services d'AVOD, A comme advertisement. Ou advertising, je ne sais plus, mais on en avait parlé. Donc il y a celle de Samsung par exemple, Samsung TV+. Alors eux, ils sont peut-être aussi dans d'autres logiques, mais il y a de la pub, ou TV5 Monde Plus. Donc ils sont sur la publicité. Ouais, ça leur permet en fait d'émerger et de pas aller grignoter sur les budgets qui sont pas extensibles. Exactement. Et donc l'idée, c'est de proposer de la publicité vidéo. En France, on est un petit peu en retard. En tout cas, le marché de le marché de la SVOD, le marché de la vidéo payante n'est pas encore suffisamment mature. Il y a encore des marges de progression plus qu'aux États-Unis. D'où le fait que, alors certes, il y a quelques offres. Il y a Mango de Molotov, qui a lancé une offre de publicité, une offre de vidéo financée par la publicité qui est gratuite. Il y a évidemment les offres des acteurs traditionnels de la TV, donc MyTF1, Cplay, qui sont les deux gros acteurs aujourd'hui d'AVOD. Quand même d'AVOD. Ils avaient quand même jusqu'à présent un petit peu du mal à changer de modèle et à développer vraiment ces plateformes-là. Ça arrive. Parce que quoi ? Parce qu'ils étaient sur des logiques plus de replay plutôt que d'exploiter une vraie plateforme de Alors d'abord, pour ces acteurs, il y a aussi la volonté naturelle initiale de préserver, consolider leur business linéaire. La télé linéaire est encore un marché important.
Donc, pendant des années, ils n'ont pas franchi le pas du numérique et de l'offre numérique, ou en tout cas timidement, de peur de sacrifier leur activité linéaire principale. Ça, c'est un premier point. Après, ils s'y mettent, mais c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai suffisamment d'audience pour justifier donc de vendre la publicité chère sur mon offre numérique? Et puis ensuite, comment j'attire les annonceurs sur ma plateforme MyTF1 ou Cplay plutôt que sur les autres? Donc il y a plusieurs enjeux différents qui correspondent aux enjeux des médias en général, hein, sur l'UX, sur le marketing, sur également la vente automatisée ou pas des vidéos. Donc ça, c'est des choses qui se développent, qui se mettent en place et qui progressent. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont effectivement costauds. Donc, on parle de MyTF1, Cplay. Il y a des acteurs indépendants qui arrivent comme Molotov derrière. Pluto TV aussi, comme des médias étrangers. Exactement. Et puis Salto. Salto qui se développe sur une offre pour l'instant consolidée avec France Télé, M6 et TF1. Et c'est plutôt une bonne chose que des acteurs traditionnels français locaux s'associent pour proposer des offres vidéo en associant leur techno, leur savoir-faire et puis surtout leur contenu. Exactement. Leur contenu, c'est le... On dit souvent dans les médias et la pub, contenu is king. Donc, c'est le contenu qui fait la différence. Netflix, Disney et tous les autres, ils sont ça se bat à coups de quelle franchise de contenu de millions et de milliards d'euros d'investissement dans les contenus au fil des années. C'est ce qui fait la différence. Et juste Salto, effectivement, il y a quelques jours un article sur les Échos qui saluait un peu le succès. Alors on n'a pas de chiffres parce qu'effectivement ça reste secret chez Salto, mais en tout cas succès au moins sur les contenus, la visibilité. Ils avaient cet épisode là de Friends, la réunion qu'ils ont réussi. Alors je sais pas combien ça a coûté, mais ça a dû coûter assez cher quand même parce que vu les audiences qu'il y avait eu aux US, je pense que c'est vraiment un coup en millions. Et puis cette série là au potentiel intellectuel HPI, enfin qu'ils avaient donc tu sais en avance par rapport justement au linéaire. Et je pense que c'est un gros succès en tout cas de visibilité, l'audience. Après les abonnements, ce sera à suivre. T'as des infos sur le nombre d'abonnés de Salto? Non, ils sont assez secrets. Pour l'instant, je pense que c'est encore un petit peu tôt vraiment pour avoir des chiffres plus conséquents et communiquer dessus pour eux. En revanche, l'état d'esprit est bon de s'associer. Et oui, tu l'as dit, avec quelques jolis coups médiatiques et marketing, c'est cette façon qu'ils pourront attirer l'attention, attirer les internautes et puis surtout les fidéliser. Au-delà de venir s'inscrire, il faut puis regarder, il faut entraîner la récurrence et fidéliser les internautes, les téléspectateurs. Et on en revient au sujet de la préférence de marque pour les médias et de la relation client, la relation internaute, la relation de l'audience à créer avec de l'UX, avec du bon contenu, avec du bon marketing, avec une offre tarifaire qui est optimisée. Donc tout ça, c'est très délicat. Mais l'état d'esprit est bon. Exactement. Et puis, alors après, à suivre, là, c'est un autre sujet, mais avec le rachat d'M6 par TF1, la gouvernance risque d'être un petit peu perturbée chez Salto. Donc, je serais curieux aussi de voir comment tout ça a évolué. Faudra rappeler Daniel Attias pour faire un épisode. Et puis, juste 2 secondes, c'est vrai que c'était sur la publicité segmentée. Donc, effectivement, c'est aussi une manière d'aller chercher d'autres annonceurs qui peuvent pas aller sur le linéaire, en tout cas, hertzien. Je sais qu'il y a déjà des initiatives sur la TNT, mais c'est aussi une manière de monétiser des contenus en allant chercher des annonceurs plus petits, locaux, etc. Donc c'est un nouveau levier de croissance. Exactement. On en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est la façon que les annonceurs veulent utiliser le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annonceurs ne veulent plus utiliser forcément des contextes médias, ils veulent des audiences qualifiées. Ils veulent des audiences affinitaires, d'où le fait donc d'appliquer à la vidéo les mêmes méthodes finalement ou à la télé, les mêmes méthodes que sur le numérique. Que tu décrivais tout à l'heure, effectivement, de contextualisation, de quel contenu on sert. Et voilà, et d'adresser des publicités qui sont ciblées en fonction de certaines audiences, de certains foyers géographiques, de certaines décisions d'achat ou d'intention d'achat, plutôt que d'investir sur l'ensemble de l'audience d'une chaîne ou d'un programme. Donc de cloisonner, de diviser les téléspectateurs, l'audience vidéo de ce programme vidéo en ligne.
Ouais, ce qui permet peut-être un meilleur retour sur investissement et puis surtout des budgets moins importants. Donc plein de nouveaux annonceurs peuvent faire de la publicité sur MyTF1 par exemple, alors qu'ils sont des acteurs locaux presque. En théorie, c'est gagnant-gagnant. La marque et son agence s'adressent à des profils plus ciblés, plus pointus, plus en affinité avec leurs produits ou leurs services. Et puis côté média, effectivement, on peut s'adresser à de nouveaux annonceurs, de nouvelles marques qui sont intéressés simplement pour des micro-segments d'audience et pas forcément une audience totale qui est beaucoup plus chère évidemment à acheter. Ouais. Et juste, est-ce que tu sais que par exemple chez MyTF1, ils ont une plateforme qui permet de faire cette publicité segmentée pour les annonceurs? C'est du self-serve ou? Oui, ils ont plusieurs offres différentes, notamment avec Bouygues, je crois, et avec d'autres opérateurs. J'ai plus le nom en tête de leur offre, mais effectivement, ils proposent des offres pour les TPE, pour les PME en self-service pour donc acheter et diffuser de la publicité en micro-segmenté. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça devrait se développer un peu partout dans les années qui viennent. Oui, que ce soit dans les médias, que ce soit vidéo, etc. Je pense que c'est quand même un bon sujet. Puis surtout, ça va chercher peut-être d'autres annonceurs aussi. Et ça, c'est pas inintéressant. Autre news. Voilà, peut-être un peu plus rapide sur les formats audio. Donc là, on vient de parler de vidéo, on part sur les formats audio. Alors ça, je l'ai vu dans la newsletter ESJ Pro de Cyril Franck, qui fait toujours son débrief média. Je le cite, les médias se mettent de plus en plus aux articles audio, donc constate la revue des médias de l'INA. Après Mediapart en 2014, Le Monde diplomatique en 2015 et L'Express en 2020, c'est au tour du Figaro ou des Échos de proposer une adaptation sonore de leurs éditos. Je trouve ça intéressant. En plus, la semaine dernière, on m'a présenté une solution qui s'appelle Read Speaker et il y avait eu pas mal d'initiatives. Donc, grosso modo, c'est avoir une version audio d'un article de grandes écoles, soit lu par un comédien ou le journaliste lui-même, soit c'est une voix de synthèse. Pour toi, c'est quoi? Il y a un vrai usage derrière ça, c'est un gadget et ça permet d'annoncer un peu une fonctionnalité un peu rigolote en se disant que les gens vont le tester, mais ça fait parler de la marque. C'est difficile c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière très tranchée aujourd'hui. Ça fait déjà 2-3 ans qu'effectivement l'audio se développe dans les médias et notamment dans les médias de presse écrite, a priori éloignés de ce genre de format, de la voix. Donc pour eux, c'est quand même un nouveau métier. C'est autre chose. Ça correspond en tout cas aux nouveaux usages qui se développent autour de la mobilité. Ça correspond aussi évidemment aux nouveaux outils techniques, aux nouveaux objets. Oui, les assistants vocaux, etc. Tout à fait. Et puis les plateformes de musique, également les plateformes de streaming ont embrayé sur le podcast depuis déjà 2 ans et font des investissements massifs. Massifs, pareil, des centaines de plusieurs millions. Centaines de millions d'euros pour des podcasts. Donc, c'est un cercle vertueux. Il y a d'abord des usages en mobilité qui se développent. Il y a donc une facilité technique autour de la voix aussi avec les enceintes connectées, les assistants, les plateformes de streaming. Sur le papier, en théorie, ça paraît quelque chose de facile, d'évident, donc de décliner des articles de presse, contenu papier ou écrit en tout cas sous l'angle vocal. Ça paraît une bonne idée. En revanche, le résultat est quand même pour l'instant laborieux, difficile. Quand il s'agit d'une voix de synthèse. Exactement. Donc du text to speech. Il y a plusieurs façons de faire de l'audio pour un média écrit. Ça peut être effectivement le text to speech. Donc la façon avec un outil de rendre vocal, audible, audio un contenu écrit, et on se heurte quand même à encore des voix qui sont très robotiques. Ouais, il y a quand même des gros. Je vois quand même l'évolution. On avait reçu Eloquent, j'ai vu Read Speaker, mais il y a des progrès. Il y a des progrès. Mais est-ce que tu as envie d'écouter un article long? Voilà, c'est pour ça qu'Eloquence, par exemple, se positionnait plus sur du document de travail, tu vois, en se disant sur le média, c'est quand même un petit peu compliqué. Exactement. Ils avaient, je crois, au départ même, c'était dans ton émission, je crois que j'ai lu, ils avaient plutôt visé initialement le milieu littéraire. Exactement, avec Chai, ça s'appelait Chai. C'est à l'usage, t'as pas envie d'écouter pendant une demi-heure une voix de synthèse. Parce que t'es pas embarqué. L'écriture est pas la même. Ouais. L'écriture textuelle et l'écriture audio n'est pas la même. Donc effectivement, ça peut peut-être oui intéresser, être idéal pour du contenu
oui, très, très serviciel, Ouais, très carré. Oui, exactement, factuel, un rapport court. Très court. Ouais. En revanche, pour du contenu d'articles, où il y a quand même une part d'émotion, une part de sensibilité, et puis des choses précises, pointues. J'ai un peu plus de doutes pour l'instant. Ce que j'ai observé sur différents médias ne m'a pas convaincu. Voilà, c'est bien d'essayer d'innover. Je pense que ces outils-là vont progresser aussi avec le temps. Oui, parce que tu vois, les voix anglaises, elles sont bien meilleures que les voix françaises. Hein. Tu sens qu'en termes alors, je sais pas si c'est le terme d'investissement qui est plus important. Ouais. Et puis les plateformes sont aussi américaines. Microsoft, Google, Azure, Apple, toute leur techno. Voilà, ont ce genre d'outils et ils travaillent évidemment en priorité le marché anglo-saxon, américain et anglo-saxon. C'est un peu et après les autres langues. Donc ce premier format-là, pour l'instant, s'il a le mérite d'exister, d'offrir une innovation, je suis un petit peu sceptique pour l'instant. D'accord. Et donc l'autre manière de faire, c'est de le faire lire soit par un comédien, soit par le journaliste. Exactement. Dans ces cas-là, c'est tout autre chose. Quand tu n'es plus dans la commodité, tu branches une API. C'est plus cher. C'est plus cher, forcément. Ça demande plus de temps. C'est plus cher. Et puis malgré tout, là encore, j'ai pu écouter des sons lus par des comédiens et des comédiennes. C'est de meilleure qualité, effectivement, que ceux lus par des robots. En revanche, là encore, on se heurte quand même à l'écriture. Tu veux dire quoi? L'écriture d'un article écrit n'est pas la même écriture qu'un podcast, qu'un format natif. Une discussion, une interview, même un récit audio obéit à des règles, à un style qui est vraiment particulier, qui est vraiment pointu et qui est du sur-mesure en fait. Et même lu par un comédien, c'est quand même difficile et délicat. En tout cas, quand c'est pas nativement écrit pour être lu, pour être entendu. C'est quand même compliqué après de se laisser convaincre quand on écoute. Là où je suis un peu plus, moi, favorable et confiant, c'est plutôt dans le podcast natif, qui, pour le coup, s'est développé depuis 2-3 ans, y compris dans les médias de presse écrite. Ouais. Mais là, les coûts d'investissement sont quand même, quand on veut faire un podcast ambitieux qui est régulier, fréquent, autour de l'actu, du contenu ou du magazine, ça demande des investissements supérieurs. Oui. Donc voilà, il faut une petite équipe, du montage, il faut penser, il faut produire. Et il faut monétiser. Et puis derrière, exactement. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque part une manière de le monétiser. C'est tout l'enjeu. Donc pour les médias, ils ont espéré ces 2-3 dernières années pouvoir le monétiser via du sponsoring ou du pré-roll, de la publicité classique. C'est un peu laborieux pour l'instant. Ça se met en place, ça se développe. Ce qui marche un peu mieux parfois, c'est le placement de marque, le sponsoring. Ouais. Et puis il y a d'autres médias, je pense au Monde notamment, qui a plutôt tendance à le réserver à ses abonnés. Ouais. Donc à le mettre derrière le wall pour s'abonner et d'en faire finalement un outil de recrutement, de fidélisation et un service supplémentaire. Mais là aussi, ça demande des moyens, des investissements pour faire un joli programme récurrent. Ouais. Mais tu dois pouvoir mesurer quand même un peu le retour sur investissement, ou en tout cas, si tu dis que c'est un avantage pour les abonnés, que ton nombre d'abonnés croît, bon bah quelque part tu dis peut-être ça y participe quoi. C'est pas juste du branding. Et puis on fait du panel, des études. On peut aussi regarder l'audience que font ces programmes. Et derrière, il faut bien le marketer encore une fois. Ouais. Et un autre point que tu notais justement là-dessus que je trouvais intéressant, c'était le fait que maintenant les contenus audio avec cette hype qu'il y a autour des podcasts, etc. Donc Google s'en est emparé. Le référencement des contenus audio est devenu un peu un enjeu majeur. Donc on n'est plus seulement obligé d'avoir un pendant texte de son audio pour être référencé. Donc c'est presque l'inverse aussi. C'est une manière aussi de bénéficier du référencement de contenu audio d'un article écrit. Exact. Tu vois, c'est assez rigolo. C'est ça qui est intéressant et qui va être aussi important à constater, à observer ces prochaines années. Et puis au-delà de ça, c'est comment, dans le foisonnement d'offres audio qui existent aujourd'hui, comment émerger pour un média. Ouais. T'as le même enjeu, je pense, de toute façon ici avec ton podcast. Hein, exactement. Comment recruter, comment fidéliser,
Si t'as des tips, hein, je suis preneur, c'est toujours bon. Les plateformes, hein, tu le sais mieux que moi, mais les plateformes, on en parlait tout à l'heure, elles restent quand même incontournables aujourd'hui pour distribuer, pour être vues. Voilà, c'est le plus simple, c'est le plus évident pour l'instant, avec le risque là de partager de la donnée, d'être plus ou moins dépendant dans des écosystèmes, d'être à la merci d'un changement d'algorithme, de visibilité. Donc c'est pas évident. Non, mais donc effectivement, il peut y avoir, voilà, donc usage ou gadget, c'est dur de trancher aujourd'hui. Ça, faut tester. Tu parlais, il faut innover. Ça le mérite d'innover, de tester, de sortir les médias traditionnels de leur zone de confort. Oui. Pour tester. Ouais, pour aller vers de nouveaux champs, la voix, les assistants vocaux, etc. Donc à suivre. Autre sujet, rien à voir, la désinformation en France. La France qui se dote d'une nouvelle instance pour lutter justement contre les fake news, l'Agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information. Donc ça va être un enjeu majeur. On l'a vu pour les élections présidentielles en France, on l'a vu pour les élections présidentielles aux US, on le voit partout. T'en parlais un peu tout à l'heure, le problème de Facebook et des fake news. Donc là, on se dote d'une nouvelle agence pour surveiller ça. C'était un article des Échos. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un effet d'annonce, c'est bien, ils vont avoir des outils. D'après ce que j'ai lu sur les Échos, effectivement, il y a quand même 60 personnes qui sont dédiées à cette cellule, donc c'est un peu plus qu'un effet d'annonce. C'est plutôt positif, hein, c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que de créer ce genre d'organe, et en tout cas d'agir, d'être proactif, de se protéger. Je pense qu'il y a suffisamment de garde-fous pour empêcher que cet organe soit utilisé à des fins de surveillance. Hein, c'est toujours un peu le risque de ce fameux social listening. Hein, c'est un peu un terme qui fait passer, mais est-ce que c'est de la surveillance privée ou est-ce qu'ils se contentent d'aller prendre les données publiques, etc. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu le... La démarche est bonne. La démarche est bonne, oui, sur le papier. Il faut se protéger et il faut être acteur, il faut être actif. C'est un pléonasme que de le dire, hein, mais il y a un vrai enjeu effectivement démocratique autour de l'information et des tentatives d'ingérence, de manipulation de l'information de la part d'organismes de puissance étrangère, privés, publics, étatiques. Donc c'est vraiment un enjeu important, un enjeu majeur qui intéresse aussi les médias. Hein, d'ailleurs, les médias sont aussi eux confrontés à des tentatives de déstabilisation. Oui, bah là j'en veux parler avec TV5 Monde qui avait eu un grand piratage qui au final venait a priori de la Russie. Donc oui, il y a des enjeux de déstabilisation aussi dans les médias ou d'inonder justement de fake news autour et les médias peuvent aussi se faire prendre, se tromper et relayer etc. Donc, exactement, c'est le plus grand risque. Ouais. Mais après, c'est vrai que qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que 60 personnes, un organe en France peut lutter contre Facebook ? Et on voyait, je sais plus le chiffre, mais grosso modo, t'as beau faire de la vérification et dire que ça c'est une fake news, le mal souvent est déjà fait et la propagation de la vraie news, la vérité, elle prend pas. Enfin, grosso modo, tu peux dire ça c'était une fake news, mais c'est trop tard, ça a été partagé des millions de fois, quoi. Tout à fait, c'est un organe et c'est une démarche qui sont nécessaires, mais ça sera pas suffisant. Et la démarche, elle doit venir aussi donc des médias, peut-être mieux travailler parfois, mieux expliquer leurs choix, mieux expliquer parfois leurs erreurs, tout simplement. Et puis, à mon sens, il y a peut-être aussi un travail à faire autour de l'éducation dans les écoles. Ouais. Ça pouvait être relativement simple de s'informer, avec les dérives effectivement qu'il pouvait y avoir, mais c'était plus simple peut-être de s'informer il y a 20, 30, 40 ans. Oui, quand tu avais 3 chaînes télé. Voilà. On va pas revenir à la RTF, hein, c'est pas l'idée. Non, mais je pense qu'en termes de fake news, je n'étais pas, mais je pense que c'était aussi très linéaire, très vertical. Voilà, dire, exactement. Malgré tout, aujourd'hui, Internet, le numérique a accéléré l'information, a horizontalisé les relations donc de production, de diffusion. Et ça n'a pas entraîné seulement des bonnes choses, avec pas que des bonnes intentions derrière. Ouais, c'est clair. Et on a peut-être oublié d'éduquer les gens à bien s'informer. Alors, il ne s'agit pas de faire de la rééducation populaire, mais malgré tout, mais passer par les écoles. Tu vois, à l'école, il devrait y avoir des cours comme je sais plus comment on appelait ça,
Service civique. Oui, c'est des cours de citoyenneté. Ouais, exactement. Et je pense c'est avec Anne-Sophie Novelle qu'on en parlait et Benoît Raphaël. C'est vraiment des sujets importants. Tu vois, moi, mes enfants sont en primaire. On leur parle pas du tout de ça. Alors, c'est peut-être pas non plus l'âge où enfin, quoi qu'ils ont. Petit à petit, on pourrait imaginer des premiers des parcours d'éducation aux médias, d'éducation à l'information qui débuteraient très jeunes. Hein. Voilà, petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant lui-même est confronté aux médias, à l'information, à l'évolution de ses usages qui progressent avec le temps, ses besoins aussi. Mais ça me semble indispensable. Il y a des choses qui sont faites avec l'éducation nationale, avec des organismes associatifs, privés, des médias également qui vont apprendre un petit peu ce qu'est un média, ce qu'est l'information dans les écoles. Mais il faudrait peut-être prendre ce sujet plus à cœur et faire une partie nationale. Ouais, c'est ça. Ça doit pas être une initiative dans un coin. Enfin, on parle d'enjeux sociétal fort quand même, évidemment. Par l'éducation aux médias, savoir débunker, à vérifier les sources, les croiser, etc. Exactement. Et puis savoir comment un média travaille, quelles sont ses contraintes, quels sont ses enjeux, pourquoi parfois les médias font des erreurs. Ouais. C'est pas parce qu'un média fait une erreur, commet une faute, que c'est forcément délibéré, volontaire et qu'il faut aller vers des arguments complotistes. Mais tout ça, ça doit aussi s'expliquer peut-être davantage qu'on ne le fait jusqu'à présent, nous médias. Exactement, donc un peu un travail et ce qui peut prendre une génération aussi. Hein. Donc si on parle tu vois de commencer à l'école, ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette instance qui vienne d'être lancée, à suivre un peu ce qu'ils pourront faire. Je suis assez curieux quand même de voir les résultats. Deux petites news pour terminer, plus anecdotiques. Le premier, Twitter qui lance son abonnement. Alors je dis anecdotique parce que c'est pas encore en France, c'est en Australie et au Canada, donc Twitter Blue, qui est donc un service payant avec un abonnement mensuel qui permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités et d'outils. C'est marrant, tu vois, ces plateformes qui historiquement sont sur un modèle gratuit, publicitaire, qui ont intérêt justement à avoir le moins de barrières à l'entrée pour avoir un maximum de personnes et de data. Pourquoi est-ce que tu penses que d'un coup Twitter lance un service payant, un abonnement ? Alors d'abord, il y a la volonté d'une entreprise cotée en bourse de développer ses revenus, sa croissance. Tu veux dire que tu as un peu de pression des actionnaires quand tu es en bourse ? Encore plus aux États-Unis peut-être et pour les réseaux. Et ça fait des années que Twitter est dans cette optique-là et dans cette recherche de créer davantage de valeur. Manque de peau pour Twitter, il y a toujours Facebook, Google et maintenant Amazon qui captent l'essentiel des revenus publicitaires. Donc ils ont pu faire des évolutions de format, des offres publicitaires ces dernières années. Ça n'a jamais vraiment accroché suffisamment. Donc des réserves de croissance, elles sont pas forcément de ce côté-là pour l'instant. Elles sont plutôt du côté de services effectivement additionnels, payants, avec quelques euros ou quelques dollars par mois, dirigés vers des publics professionnels ou semi-professionnels qui voudraient avoir une expérience améliorée, enrichie sur Twitter. Mais tu penses que ça va concerner beaucoup de monde ? Je suis sceptique. J'ai des doutes. Les premiers services additionnels, les premières fonctionnalités payantes qui ont été présentées là il y a quelques jours ne sont pas franchement révolutionnaires pour l'instant. Il y a la possibilité d'effacer un tweet. Voilà. Mais est-ce que ça concerne beaucoup d'audience ? Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial, essentiel ? On tolère une faute d'orthographe. Voilà, effectivement, on veut supprimer un tweet. Bon bah on le fait pas. Je suis pas sûr qu'il y ait une audience suffisamment grande pour générer beaucoup de revenus avec ce genre de service. Peut-être des outils de veille. On sait que les plateformes comme ça de social media sont quand même très utiles pour certaines professions, médias, marketing, communication, voire politique. Peut-être des outils de veille améliorés, mais là aussi, il faut que le service il soit quand même béton.
Oui, c'est ça. Mais il y en avait déjà des plateformes, effectivement. Il y en a déjà d'autres, ouais, les plateformes payantes, c'est Hootsuite. Ouais, voilà, exactement, qui te permet quand même de bien suivre ça. Voilà, écoute, c'était effectivement un petit peu anecdotique, mais je trouvais ça intéressant. Après, la grande question, c'est pourquoi est-ce que Twitter, ils ont quand même du monde, n'arrive pas à se développer par rapport à Facebook. Évidemment, ils seront jamais sur la même audience, mais est-ce que ça reste quand même une plateforme un peu à part, Twitter. C'est quand même vraiment très, enfin, je vais pas dire pour les hardcore users, je sais même pas si les jeunes l'utilisent bien. Je dis les jeunes, ça fait un peu très vieux de dire ça, mais tu vois, je trouve, à un moment donné, on aurait presque pensé que Twitter disparaîtrait, et puis en fait, t'as quand même un regain, et tu sens quand même qu'ils ont une place à part, mais c'est pas une grosse plateforme avec une grosse croissance sur les revenus. Twitter a les désavantages de ses avantages. C'est une plateforme qui vit et qui sert et qui utilise l'instantanéité et puis le contenu UGC. Donc, la réaction, le commentaire, ouvert à tous. En même temps, c'est quand même difficile aujourd'hui de monétiser via la pub du contenu UGC, pas toujours qualitatif. Oui, on n'est pas sur le brand safety. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière. Les marques sont pas forcément ravies de payer très cher pour être au-dessus ou en dessous de tweets. Qui n'ont aucun, pas forcément qualitatif pour être gentil, parfois haineux, parfois dénigrant. Voilà, et puis Twitter a aussi, depuis quelques années, une orientation, c'est pas du tout dû à l'entreprise, c'est plutôt nous, la façon dont on l'utilise. Twitter est quand même utilisé de plus en plus pour le dénigrement, pour le ricanement. Polarisante, en tout cas. C'est plus l'émotion que la réflexion et que la raison. Oui, c'est pas le temps long, c'est la réaction. Tu l'as dit, on l'a vu avec le procès de Mila. Justement, c'est typiquement ça. Les gens réagissent. C'est un exemple parmi d'autres. Quand on est un annonceur et une marque, c'est quand même délicat de communiquer sur ce genre d'environnement. Donc pour toi, c'est au-delà de l'usage et de la croissance du nombre d'utilisateurs. Il y a le modèle. C'est vraiment le modèle. Les annonceurs se posent des questions et peuvent retirer Twitter de leur plan média parce que attention, on contrôle pas et ça correspond pas à nos valeurs, etc. Puis autant aller sur Facebook et Google, c'est encore plus facile. Les dirigeants de Twitter eux-mêmes se posent des questions sur leur modèle et sur leur rôle au sein de la société depuis quelques années. Hein. C'est pas nouveau. On voit la suspension du compte de Trump pour 2 ans. Tu sens que je vais pas dire que ça leur échappe, mais en tout cas, c'est une plateforme qui a un rôle sociétal très particulier, quoi. On n'est pas juste dans ces photos de vacances pour le coup. Dernière news. Pareil, on termine un peu sur un peu plus de légèreté, mais je trouvais ça intéressant de parler des NFT, donc vous savez, les fameux non-fungible tokens, donc les jetons non fongibles. On en a déjà parlé, on en parle régulièrement dans les news, et là j'ai vu passer donc sur Axios.com une newsletter américaine qui s'appelle Dirt, qui est une newsletter sur la culture et l'entertainment, qui a financé 2 mois de son fonctionnement en vendant des NFT, et donc des GIFs en l'occurrence, et ils ont fait un peu plus de $30,000, donc 12,23 Ethereum, hein, puisque les NFT sont basés sur les crypto-monnaies. Je trouvais ça intéressant parce que c'était la première fois, en tout cas dans les exemples que j'ai vus, où c'était pas juste un coût marketing, mais vraiment un média qui se financerait de manière régulière par la vente de NFT. En France, il y a Snowball, Johan Lopez, qui a fait une vente il y a pas longtemps d'un de ses dessins en NFT, mais c'était plus un peu pour marquer le coup. Voilà, est-ce que tu as un avis sur le sujet des NFT, des médias? Est-ce que tu penses que les médias peuvent s'emparer de ce sujet des NFT? Est-ce que tu vois demain, on pourrait s'abonner avec des cryptos ou en achetant des NFT? Les cryptos, oui. Crypto, ça pourrait arriver sous forme de niche dans les mois, années qui viennent. En tout cas, les crypto-monnaies vont prendre de plus en plus de place dans la vie sociétale, business, pour autant que les États laissent les crypto-monnaies se développer et ne les régulent pas vraiment fortement. Je crois que j'ai vu un pays d'Amérique du Sud, je sais pas si c'est Nicaragua qui a... la Bolivie ou le Pérou. Ouais, je suis pas un champion de la géopolitique sud-américaine, je t'avouerai, mais je l'ai vu en tout cas l'État qui l'officialisait en utilisation, donc c'est peut-être un début. C'est un premier geste fort. Hein. Pour le coup, on a vu au contraire en Chine, ils sont effectivement plutôt sur le fait de mettre les crypto-monnaies sous un étouffoir pour développer leur propre monnaie numérique. Tu penses qu'ils sont comme ça, les Chinois? Pas du tout. Mais sur les NFT, sur le sujet des NFT, j'ai plus de réticence. C'est quand même un sujet qui concerne une toute petite partie de la population, très geek,
J'ai du mal à imaginer ça. Alors oui, il y a eu, tu l'as dit, il y a eu quelques mouvements, quelques opérations sur Quartz, voilà, qui ont été médiatisées. Est-ce que ce sont des opérations, des mouvements, des modèles qui peuvent être dupliqués régulièrement et trouver suffisamment d'audience pour faire vivre un média? Voilà, c'est pas évident de voir si l'avenir de ce modèle et de ce point des NFT, j'ai quand même quelques doutes. Pour moi, voilà, c'est un micro-segment et c'est une opération un petit peu marketing. C'est sûr, tu vois, là, je pense que il y a une espèce de prime au premier qui le fait, on en parle, etc. Il y a un coup de projecteur dessus. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Il y a une volonté qui est bonne d'innover, de tester aussi de nouveaux outils, de nouvelles façons de commercialiser, de vendre, de s'adresser à son audience aussi, à une partie de son audience. En revanche, de là à scaler, à industrialiser ce genre de pratique pour en faire ensuite un modèle pérenne, j'ai plus de doutes. À suivre. Moi, je suis pareil, curieux. Je vais pas mettre des doutes, mais j'attends de voir parce que voilà, si tu plutôt que de t'abonner, si tu peux avoir des avantages, des tokens. On parlait d'avantages tout à l'heure pour donner des données. Enfin, je trouvais ça assez intéressant et je suis très curieux de voir un peu la suite. En tout cas, on n'a pas fini à mon avis de parler des NFT parce qu'au-delà de la manière de financer un média, je pense que les NFT sont en passe d'être vraiment quelque chose dans l'art, etc. Quelque chose pour tout l'art numérique qui va prendre une place importante. On a vu des montants astronomiques pour des œuvres d'art numérique. Pour l'achat d'NFT, qui étaient sur l'art, effectivement. Dont le premier tweet de Jacques Dorsey qui a été vendu. J'ai plus le prix en tête, mais un montant hallucinant. On a vu des choses plus anecdotiques, comme des photos de chats. Ouais. C'est à la fois drôle, intéressant, surprenant, mais ça doit aussi éveiller notre attention effectivement pour la suite. Il y a effectivement des gens qui sont prêts à payer des centaines de milliers ou des millions d'euros là-dessus. Et là, sur cette newsletter, il disait il y a à la fois les vraies personnes qui investissent dans les NFT et qui sentent en disant bah tiens peut-être que ça on va faire un coup, plus après ceux qui aiment la newsletter et qui se disent bah je le fais parce que le montant me correspond bien et puis c'est un peu rigolo de le faire. Il y a un peu les deux catégories, mais on n'a pas fini à mon avis d'en parler. Jean-Michel, on arrive au bout de cette pastille actu. Voilà, variété de sujets. Donc j'étais ravi d'avoir ton avis éclairé sur tous ces sujets-là. Merci François pour ton invitation. C'est un plaisir. Voilà, et donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. On se retrouve rapidement pour d'autres aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.